Le château de Bellevue, une ancienne propriété de campagne, à 40 minutes de Lyon, s'apprêtait à accueillir l'un des mariages les plus attendus de la famille Duval. La matinée avait commencé sous un ciel couvert, mais la météo annonçait une éclaircie progressive, offrant un cadre idéal pour la cérémonie en plein air. Le personnel s'affairait dans les jardins, arrangeant les tables, nettoyant les vitres et disposant les chaises blanches vers l'autel dressé au bord d'un petit lac. Chaque détail avait été pensé à l'avance, et le marié, Adrien Duval, observait la scène avec une certaine anxiété, s'efforçant de dissimuler son angoisse. Son attention était cependant partagée entre les préparatifs et l'absence de celui qui aurait dû arriver plus tôt, son jeune frère, Mathieu. Les deux frères avaient toujours été très proches, malgré leurs différences de caractère. Adrien était méthodique, organisé, et sa vie était bâtie sur des plans bien ficelés. Mathieu, quant à lui, vivait entouré d'amis, de voyages improvisés et de décisions impulsives. Pourtant, il n'avait jamais laissé tomber son frère, surtout pas un jour comme celui-ci. À 9 heures du matin, moins de 3 heures avant le mariage, Adrien remarqua que son portable n'affichait toujours aucune notification de son frère. À 10 heures, une légère irritation commença à le remplacer. À 11 heures, un malaise plus profond s'installa. Ce n'était pas dans ses habitudes. Mathieu pouvait être maladroit, décontracté, voire irresponsable, mais il ne disparaîtrait jamais le jour d'un événement aussi important. Les parents, Claire et Étienne Duval, s'efforçaient de dissimuler leur inquiétude, s'approchant des invités, supervisant les musiciens et commentant la décoration des tables. Mais ils échangeaient tous deux de brefs regards furtifs, comme s'ils s'attendaient à voir Mathieu apparaître d'un instant à l'autre, souriant et expliquant qu'il avait fait la grasse matinée. Au château, l'atmosphère changea peu à peu, les minutes se transformant en heures. La mariée, Élodie, se faisait maquiller. Sa robe l'attendait dans la chambre. Les garçons d'honneur, coupe de champagne à la main, circulaient tandis que photographes et vidéastes immortalisaient chaque préparatif. Mais une certaine absence se lisait sur les photos de la famille du marié. Le photographe engagé, un professionnel d'un certain âge nommé Luc Moreau, remarqua l'agitation d'Adrien pendant qu'il ajustait sa cravate. Luc avait suffisamment d'expérience pour déceler les signes avant-coureurs d'un problème. Peu enclin aux commentaires, il était un observateur attentif. Lorsqu'il vit le marié consulter son téléphone portable pour la 10e fois en 15 minutes, il comprit que quelque chose n'allait vraiment pas. Dehors, le ciel commençait à se dégager quand Pierre, l'un des garçons d'honneur, s'approcha d'Adrien. Il lui murmura quelque chose qui figea le marié quelques secondes. Pierre venait de vérifier la pension où Mathieu devait passer la nuit. Elle était complètement vide. Le sac était toujours là. Le costume était toujours suspendu. Le portable de Mathieu était posé sur le lit. Et plus inquiétant encore, la porte était restée entr'ouverte. En entendant cela, Adrien sentit son estomac se nouer. Aussitôt, il quitta le hall principal et se dirigea rapidement vers la maison d'hôte. Luc Moreau le suivit discrètement, son appareil photo à la main par habitude, mais aussi par intuition. Son travail lui avait appris que nombre d'histoires commençaient ou se terminaient dans des moments comme celui-ci, et que parfois, les immortaliser était essentiel. La maison d'hôte se trouvait au bord d'un chemin pavé, entouré de lavandes. Quand Adrien poussa la porte, le parfum boisé caractéristique de l'eau de Cologne de son frère flottait encore dans l'air. Rien n'était en désordre, rien n'indiquait une lutte, rien ne suggérait une fuite, juste une absence. Une absence si soudaine qu'elle semblait inexplicable. Adrien ouvrit la valise de son frère. Tout était en ordre. Les papiers dans la poche latérale, l'appareil photo de voyage rangé dans son étui. La montre que Mathieu portait toujours n'y était pas, ni son portefeuille, ni les clés de la voiture. Le véhicule, en revanche, était toujours garé au même endroit que la veille, à côté de l'abri de jardin. Lorsque le marié revint sur la terrasse, son malaise s'était mué en une sorte d'urgence silencieuse. Il croisa le regard de Luc, qui finit par prendre la parole. Il a dû lui arriver quelque chose, non? Adrien ne répondit pas.
Mais il n'en avait pas besoin. Le photographe avait compris. Dans les minutes qui suivirent, alors que les invités commençaient à comprendre que quelque chose d'inattendu se tramait, Claire Duval demanda à chacun de garder son calme. Elle expliqua que Mathieu devait être occupé et qu'il serait de retour à temps. Mais sa voix tremblait. Son mari la serrait fort par le bras, comme pour l'empêcher de s'effondrer. Alors que les recherches improvisées commençaient dans la propriété, une atmosphère étrange, presque oppressante, s'installa. L'endroit était vaste, mais pas au point qu'on puisse y disparaître complètement. Pierre et les autres garçons d'honneur fouillèrent le parking, le petit bois derrière le château, les abords du lac, le jardin. Personne ne trouva la moindre trace. La police n'a été appelée qu'à 13h27, 27 minutes après l'heure prévue de la cérémonie, lorsqu'il est devenu impossible de continuer à cacher la vérité aux invités. Mais personne n'aurait pu prédire que ce ne serait que le début d'un mystère qui hanterait la famille Duval pendant 13 longues années. Et que le seul homme qui aurait pu révéler la vérité, le seul à avoir vu quelque chose ce matin-là, resterait silencieux pendant plus d'une décennie. Son nom, Luc Moreau, le photographe. Et la raison de son silence. Voilà l'élément qui allait tout changer. Les jours qui suivirent la disparition de Mathieu Duval marquèrent un tournant silencieux dans la vie de la famille. La police française, réputée pour ses procédures rigoureuses et ses enquêtes méthodiques, entreprit des recherches aux alentours du château de Bellevue. Des chiens renifleurs ratissèrent les sentiers, les agents examinèrent les images des caméras de surveillance des routes avoisinantes et les voisins furent interrogés. Les médias locaux s'intéressèrent même à l'affaire, mais le manque de pistes concrètes entraîna un désintérêt au bout de quelques semaines. La France était habituée aux histoires de disparitions mystérieuses, sentiers de montagne, forêts denses, petits villages isolés, mais la disparition d'une personne quelques heures avant un mariage, en pleine campagne, constituait une énigme rare. Le cas de Mathieu, cependant, ne correspondait à aucun schéma criminel connu. Il s'était tout simplement volatilisé. Pendant ce temps, Luc Moreau, le photographe, poursuivait sa routine en apparence ordinaire. Son studio se situait dans un quartier calme de Lyon, dans un vieil immeuble, aux fenêtres cintrées et à la façade en pierre claire. Il couvrait mariages, baptêmes et événements d'entreprise. Un travail pour lequel il était respecté pour son sens esthétique et sa discrétion professionnelle. Mais quelque chose en lui avait subtilement changé après cette journée au château. Il a conservé les photos du mariage inachevé dans un dossier séparé, simplement intitulé Bellevue. Il n'était pas rare qu'il évite de relire un travail. Les photographies inachevées le dérangeaient, mais celle-ci, en particulier, avait un poids étrange. Chaque fois qu'il pensait à les ouvrir, il ressentait une sorte de malaise physique, une oppression à l'estomac. La famille Duval, en revanche, sombra dans une lente dégradation émotionnelle. Adrien finit par se marier, reporté à l'époque, des mois plus tard, mais l'atmosphère de la cérémonie était tout autre. Le sourire qu'il s'efforçait d'afficher sur les photos semblait forcé. Élodie, sa femme, faisait de son mieux pour le soutenir. Mais elle savait que Mathieu était plus qu'un frère. Il était essentiel à l'équilibre affectif d'Adrien. Claire et Étienne, les parents, commencèrent à s'éloigner l'un de l'autre. La mère, attachée à la subtilité et au raffinement propres à la culture française, transforma la maison en un sanctuaire silencieux dédié à son fils disparu. Elle laissa sa chambre intacte, comme si elle attendait son retour à tout instant. Le père, cherchant à combler le vide, se plongea dans le travail et les longs voyages à l'étranger, acceptant des missions de consultant qu'il aurait auparavant refusées. Peu à peu, la famille s'est désintégrée, s'installant dans des routines parallèles qui se croisaient rarement. Pendant ce temps, Lyon poursuivait sa vie. Cafés animés le long du Rhône, bus électriques sillonnant le centre historique, touristes photographiant la basilique Notre-Dame de Fourvière. La ville respirait la culture, l'histoire et le mouvement, mais les Duval étaient comme des ombres qui ne suivaient plus le rythme de la ville. C'est à ce moment-là que Luc commença à prêter attention à quelque chose qu'il avait jusque-là ignoré. Une enveloppe qu'il avait trouvée dans la poche de son gilet le jour de son mariage.
Il ne se souvenait pas de l'y avoir mise. Il pensait qu'un invité l'y avait oubliée. L'enveloppe ne portait aucune inscription, aucun nom, aucune marque. Et pourtant, il n'a jamais eu le courage de l'ouvrir. Au fil des ans, l'enveloppe a erré de tiroir en tiroir, de boîte en boîte, de sac de travail en sac. Il pensa la déchirer et la jeter, mais quelque chose l'en empêcha. Quelque chose lié à l'expression d'Adrien ce jour-là, à l'étrange silence qui régnait dans la pension, au malaise qu'il avait accompagné lorsqu'il avait photographié la porte entr'ouverte. La France connaissait elle aussi des transformations durant ces 13 années. La technologie progressait. Les appareils photo utilisés par Luc se modernisaient. Le rythme de vie s'accélérait et il devenait plus facile de rouvrir d'anciennes affaires. Les personnes disparues n'étaient plus seulement commémorées par des affiches placardées sur les lampadaires, mais aussi par les réseaux sociaux, les recherches en ligne et les podcasts d'enquête. L'un de ces podcasts, produit par de jeunes journalistes parisiens, a relancé l'intérêt pour l'affaire Duval. Il recherchait des histoires étranges, des zones d'ombre dans l'enquête, des événements inexpliqués. La disparition de Mathieu correspondait parfaitement à leurs critères. Les journaux locaux ont recommencé à évoquer l'affaire, interrogeant de nouveau les personnes présentes au château ce jour-là. Adrien, désormais quadragénaire, a d'abord refusé les entretiens, mais a fini par accepter une brève conversation. Son regard exprimait encore un mélange de ressentiment et de culpabilité. Il ne l'a jamais dit ouvertement, mais il avait le sentiment qu'il aurait dû faire davantage ce jour-là, chercher plus vite, envisager des pistes que personne d'autre n'avait envisagées. Cependant, c'est Luc qui a réagi le plus intensément aux répercussions. Au fond de lui, il savait qu'il portait seul un fardeau, l'enveloppe. Un soir d'automne, alors que le vent froid balayait les rives de la Saône et que les rues de Lyon étaient presque désertes, Luc se décida enfin à l'ouvrir. Il s'assit à la table du petit studio, alluma la lampe et prit l'enveloppe entre ses doigts. Il remarqua que le papier était déjà plus jauni sur les bords. Il inspira profondément, brisant le sceau qu'il avait lui-même évité de toucher pendant des années. À l'intérieur, il trouva une simple photographie, une photo prise quelques minutes avant la disparition de Mathieu. Et ce qui a été filmé sur elle ne correspondait à rien de ce qui avait été enregistré par la police, ni à rien de ce qu'avaient déclaré les invités. C'était quelque chose que seul Luc avait vu, et il préférait l'oublier. Un élément qui, s'il était révélé, changerait complètement le cours de l'enquête, et peut-être même de la famille Duval elle-même. Le silence qui régnait dans le petit studio de photographie était presque suffocant. Antoine Girard, désormais un homme aux cheveux gris et à l'air fatigué, prit une profonde inspiration avant d'ouvrir le tiroir qu'il avait évité pendant plus de 10 ans. La mariée, Claire, et le marié, Julien, observaient en silence. Leurs yeux étaient remplis de larmes, mêlées d'espoir et de peur. Antoine sortit une épaisse enveloppe froissée par le temps. Un nom y était inscrit à la main. Mathieu, le frère du marié. Claire porta la main à sa bouche. Julien retint son souffle et fit un pas en avant. « Pourquoi avais-tu ça allumé tout le temps ?» La voix de Julien était rauque. Antoine ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. « Parce qu'il me l'a demandé, et parce que, si je leur avais dit avant, peut-être que personne ne m'aurait cru. À l'intérieur, il y avait de vieilles photos, toutes prises le jour même de la disparition, exactement 2 heures avant le mariage. » La première image montrait Mathieu dans une ruelle étroite de Paris, regardant droit dans l'objectif, tendu comme s'il attendait quelqu'un. La deuxième photo fit frissonner Claire. Mathieu discutait avec une femme élégante et inconnue, vêtue d'un manteau rouge. On ne voyait que son profil, mais sa posture, son expression lui étaient familières. La troisième photo fit pâlir le marié. Mathieu montait dans la voiture de la femme, laissant derrière lui le bouquet qu'il portait pour son frère. Julien s'appuya contre le comptoir, pâle. « Pourquoi a-t-il fait ça à mon mariage? Qui était-elle » Antoine prit une profonde inspiration, les regarda tous les deux et, d'une voix extrêmement basse, finit par dire « Toute l'histoire commence bien avant ce jour-là, et elle implique une personne que vous n'auriez jamais imaginée. » Il a posé la dernière photo sur la table. Les yeux de Claire s'écarquillèrent.
Julien restait immobile, tel une statue. Sur la dernière photo, la femme au manteau rouge est finalement apparue de face. Et c'était quelqu'un de la famille elle-même. Quelqu'un qui jamais il devrait être à cet endroit. « Vous reconnaissez cette personne, n'est-ce pas ?» dit Antoine. La réponse leur resta coincée dans la gorge. Après la disparition soudaine de Mathieu, le frère du marié, quelques minutes avant la cérémonie à Lyon, la police a d'abord conclu à une fugue. Mais un détail a interpellé une personne bien plus observateur qu'il n'y paraissait, le photographe officiel du mariage, Antoine Girard. En visionnant les photos prises ce matin-là, Antoine remarqua quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. Il effectua un zoom sur une image où Mathieu sortait rapidement par la porte latérale de l'église. À l'arrière-plan, se reflétait dans la vitre d'une voiture garée la silhouette d'une femme en manteau rouge qui observait attentivement Mathieu. Le photographe a figé l'image. On ne voyait pas le visage, mais la posture et la coupe du manteau rappelaient quelqu'un. Antoine eut un frisson. La femme semblait suivre Mathieu. Guidé par son intuition, il a examiné d'autres photos prises quelques minutes plus tôt et a trouvé un autre indice. Mathieu parlait nerveusement au téléphone, jetant des regards en arrière comme s'il était observé. Antoine s'est agrandi le visage. Il y avait de la peur, mais aussi la culpabilité. Et puis, sur la dernière photo, presque imperceptible, un détail qui allait tout changer. Mathieu tenait une enveloppe blanche ornée des armoiries d'une famille influente de la région. Et cette famille n'était pas celle du marié. Antoine regarda l'enveloppe sur la photo, pâlit, et murmura pour lui-même. Ça n'a aucun sens. Pourquoi serait-il impliqué avec eux? C'était le premier indice concret en 13 ans. Et c'est précisément cet indice qu'Antoine allait garder secret, jusqu'au jour où il révéla toute la vérité. L'enveloppe visible sur la photo hantait constamment l'esprit du photographe Antoine. Les armoiries étaient sans équivoque, celles de la famille Beaumont, l'une des plus anciennes et des plus influentes de Lyon, connue pour sa fortune, ses secrets et ses scandales étouffés. Antoine décida de retourner sur les lieux du mariage, s'efforçant de se remémorer chaque instant de cette journée. Il avait besoin de comprendre pourquoi Mathieu, un jeune homme simple, professeur de musique, portait une enveloppe des Beaumont. Arrivé à la petite église, il s'entretint avec le sacristain, un homme âgé qui était présent ce jour-là. « Vous souvenez-vous avoir vu quelque chose d'étrange avant le début de la cérémonie ?» demanda Antoine. Le vieil homme fronça les sourcils, réfléchit quelques secondes et répondit « Maintenant que vous le dites, oui, j'ai vu le frère du marié dehors, en train de parler à un chauffeur privé. La voiture n'avait pas de plaque d'immatriculation de cette région. Et, insista Antoine, il tendit quelque chose au garçon, quelque chose de petit. Puis le chauffeur démarra en trombe, comme s'il était pressé. Le photographe sentit son estomac se nouer. Il a livré quelque chose. Enveloppe d'eau Beaumont, femme en manteau rouge. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais le tableau final restait impossible à accepter. De retour chez lui, Antoine décida de faire quelque chose qu'il avait évité pendant 13 ans. Ouvrir la boîte où il avait conservé tous les objets trouvés sur les lieux de la disparition. À l'intérieur, enveloppé dans un sac en plastique presque oublié, se trouvait ce qu'il redoutait, la même enveloppe que celle visible sur la photo. Antoine l'ouvrit lentement. À l'intérieur, il n'y avait qu'une carte, avec une phrase écrite à la main. « Si je ne reviens pas, cherchez la femme en rouge. » Le photographe a eu un frisson. Mathieu savait que quelque chose de grave allait se produire, et elle avait laissé cet indice pour lui. La phrase écrite par Mathieu, « Si je ne reviens pas, cherchez la femme en rouge » résonna dans l'esprit d'Antoine comme une cloche lointaine qui refusait de se taire. Tandis qu'il fixait la carte, il sentit un poids grandissant peser sur ses épaules. Pendant 13 ans, il avait gardé ce secret, croyant protéger quelqu'un, ou peut-être se protéger lui-même. À présent, pourtant, la vérité exigeait d'être révélée. Une fine pluie tambourinait contre la vitre de son atelier, conférant à l'après-midi une atmosphère grise et sombre.
Antoine déposa l'enveloppe sur la table, prit une profonde inspiration et ouvrit l'une des vieilles boîtes qui contenaient des coupures de presse, des copies de courriels imprimés et des notes griffonnées tout au long de l'enquête qu'il avait menée en silence. La voilà, la photo agrandie de la femme au manteau rouge, prise par hasard par un reflet, capturée par l'objectif à l'instant précis où Mathieu quittait l'église. Son élégance, sa coupe courte, la tête légèrement inclinée comme si elle observait sans être vue, tout en elle respirait le mystère. Mais ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose de plus profond, une prise de conscience troublante. Antoine ramassa délicatement la photographie, comme si le simple fait de toucher ce papier pouvait réveiller des fantômes oubliés. La lumière naturelle, même voilée par la pluie, soulignait les traits délicats de cette femme. Il ferma les yeux, tentant de reconstituer de vieux souvenirs, des conversations éparses, des événements mondains qu'il avait photographiés des années auparavant. Et puis, comme un éclair, le souvenir est apparu. La femme n'était pas une inconnue. Il s'agissait d'Élise Beaumont, la fille aînée de la famille dont les armoiries figuraient sur l'enveloppe. Un nom qu'Antoine n'aurait jamais imaginé voir associé à une disparition. La famille Beaumont était connue à Lyon non seulement pour sa fortune et ses affaires, mais aussi pour sa discrétion, parfois excessive. Les journaux locaux évoquaient fréquemment son influence sur la politique, la culture et même les médias. Mais rares étaient ceux qui osaient la remettre en question ouvertement. Antoine avait photographié des événements familiaux pour eux des années auparavant. Il se souvenait d'Élise comme d'une femme réservée, intelligente et toujours élégante. Contrairement aux autres membres de la famille, elle recherchait rarement la lumière des projecteurs. Elle était observatrice, analytique, presque froide. Mais pourquoi rencontrerait-elle Mathieu, le frère du marié, le jour du mariage? Et par ailleurs, pourquoi Mathieu semblait-il effrayé? Déterminé à relier tous les points, Antoine sortit un autre dossier de la boîte, un dossier rouge, d'une couleur étrangement similaire à celle du manteau de la femme. À l'intérieur se trouvaient des notes qu'il avait griffonnées à l'époque, des tentatives pour comprendre l'inexplicable. Tout en haut de la pile se trouvait un détail qu'il avait presque oublié. Un mot laissé anonymement dans sa boîte aux lettres des semaines après la disparition de Mathieu. Le message disait « Il n'a pas fui, il était convaincu ». Aucune signature, aucune explication. À l'époque, Antoine pensait qu'il s'agissait simplement de quelqu'un qui cherchait à dramatiser la tragédie. Mais maintenant, face à l'accumulation d'indices, le photographe commence à reconsidérer sa position. Convaincu? Par qui? Et pourquoi? Le lendemain de la découverte de l'enveloppe, Antoine décida de prendre le risque de faire ce qu'il avait toujours évité, retourner à l'adresse des Beaumont. L'hôtel particulier se situait aux abords de Lyon, entouré de hauts murs recouverts de lierre et de grilles en fer qui semblaient protéger un secret plutôt qu'une habitation. Il s'approcha, le cœur battant la chamade. La porte était entr'ouverte. Cela ne s'est jamais produit. Il le savait, car il y avait passé des années à photographier des événements. La famille attachait une importance capitale à la vie privée. Antoine prit une profonde inspiration et entra, traversant le jardin impeccablement entretenu. Rien ne semblait déplacé. Aucun bruit, hormis le bruissement des feuilles et la brise fraîche qui soufflait dans les parterres de fleurs. Arrivé devant la porte d'entrée, il sonna. Aucune réponse. Ça a sonné à nouveau. Silence absolu. Le manoir semblait vide, mais pas une maison abandonnée. Vide comme un endroit qui ne veut pas être trouvé. Il décida de rebrousser chemin. Cependant, avant d'atteindre à nouveau le portail, quelque chose attira son attention. Une fenêtre entr'ouverte au 2e étage, d'où flottait un rideau rouge qui se balançait doucement. La couleur rouge. Toujours elle. Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. Serait-ce une coïncidence, ou bien s'agissait-il d'un indice laissé intentionnellement là? Cette nuit-là, incapable de trouver le sommeil, il retourna aux photos d'Élise Beaumont. Sur l'une, prise lors d'un gala de charité, elle souriait discrètement en conversant avec les invités. Sur une autre, elle était seule,
observant la foule. Son regard, toujours attentif, semblait en dire plus qu'il n'y paraissait. C'est alors qu'Antoine réalisa quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Sur toutes les photos qu'il avait prises d'elle au fil des ans, Élise était présente à des événements où s'était produite une sorte de crise familiale, un scandale étouffé ou une décision importante concernant les affaires de la famille Beaumont. C'était comme si elle était la gardienne des secrets de famille, le gardien silencieux. Et si Mathieu avait découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir, quelque chose en lien avec les Beaumont, qu'est-ce qui faisait de sa présence au mariage une menace? Antoine se souvenait de l'expression de peur sur le visage de Mathieu, figée sur la photo de l'appel téléphonique. Il se souvenait de l'enveloppe, de la phrase énigmatique, de la femme qui l'observait au bout de la rue. Les morceaux, auparavant éparpillés, formaient désormais une ombre légère. Mathieu n'avait pas simplement disparu, il avait été piégé, peut-être manipulé, peut-être réduit au silence. Et parmi toutes les personnes impliquées, une seule était présente à tous les moments clés, Élise Beaumont, la femme en rouge. Antoine referma le dossier, déterminé. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait dire la vérité sur ce qui s'était passé 13 ans plus tôt, et il était sur le point de la retrouver. Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec l'impression de ne pas être seul chez lui. C'était une de ces intuitions qui surgissent lorsqu'on a trop longtemps gardé des secrets. Il traversa le couloir silencieux et ouvrit la porte de l'atelier. Les cartons étaient toujours éparpillés, les photos rangées en piles, mais quelque chose avait changé. Le dossier rouge, celui qui contenait les photos d'Élise Beaumont, était ouvert, alors qu'il était certain de l'avoir laissé fermer la veille au soir. « Je deviens paranoïaque », murmura-t-il. Mais ce n'était pas le cas. En regardant de plus près, il s'est rendu compte qu'il manquait une photo, la plus nette, celle qui montrait clairement la femme en rouge posant le jour de sa disparition. Quelqu'un était passé par là. Antoine s'assit à son bureau et prit une profonde inspiration. Quoi qu'il se passe, il était évident que remuer le passé avait rouvert de vieilles blessures et alerté des personnes qui auraient préféré que l'histoire reste enfouie. Il savait qu'il devait agir avec prudence. Elle décida alors de rechercher une autre personne touchée par la disparition, Julien, son fiancé d'il y a 13 ans, devenu son mari. Au fil des années, ils avaient tenté de tourner la page, mais l'absence de Mathieu n'avait jamais cessé de les hanter. Antoine a appelé et a demandé à les rencontrer. Le couple a accepté. Quelques heures plus tard, tous trois étaient assis dans le salon de leur maison lyonnaise. L'atmosphère était chaleureuse, mais tendue en raison du sujet abordé. Julien tenait une tasse de café qui refroidissait rapidement. Claire restait silencieuse, observant la scène avec un mélange d'angoisse et de curiosité. « Qu'avez-vous découvert maintenant ?» demanda Julien, visiblement fatigué. Antoine a posé l'enveloppe, la carte et les photos restantes sur la table. « Élise Beaumont, dit-il fermement. Elle était avec son frère avant le mariage, et je crois qu'il a eu une liaison sérieuse. Quelque chose en lien avec sa famille. » Julien fronça les sourcils. « Ça n'a aucun sens. Mathieu n'avait absolument aucun lien avec les Beaumont. Ils venaient de mondes complètement différents. »« C'est ce que vous croyez, » répondit Antoine en se penchant en avant. Mais Mathieu avait une enveloppe qui leur avait été remise, et quelqu'un s'est introduit chez moi ce soir pour voler précisément la photo qui montrait Élise sur les lieux de sa disparition. Les yeux de Claire s'écarquillèrent. « Quelqu'un s'est introduit chez vous par effraction, quelqu'un surveille donc tout. » Antoine hocha la tête. « Et cela ne fait que confirmer que nous nous rapprochons de la vérité. » Julien resta silencieux quelques secondes, comme s'il tentait de réorganiser des souvenirs enfouis. Puis, finalement, il dit « Mathieu m'a dit quelque chose, le jour du mariage. Maintenant, je commence à comprendre. »« Qu'a-t-il dit ?» demanda Antoine avec anxiété. Il avait besoin de me dire quelque chose après la cérémonie, quelque chose qui pouvait tout changer. Sur le moment, j'ai cru que c'était un problème d'argent ou un secret anodin, mais il se comportait bizarrement, nerveux. Claire tenait la main de son mari. Avait-il l'air effrayé? Oui, mais je ne voulais pas vous mettre la pression. Antoine ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Le puzzle était plus complexe qu'il ne l'avait imaginé.
Après cette conversation, Antoine décida d'approfondir la question. Si Élise était la clé, il devait comprendre son rôle au sein de sa propre famille. Il a épluché les archives publiques, les coupures de presse et les anciens articles. Dans tous ces documents, l'image de la famille Beaumont était soigneusement construite, mais des zones d'ombre planaient toujours sur les décisions les plus importantes. C'est alors qu'il a trouvé un vieil article anodin, presque oublié, dans un journal local. Un bref compte-rendu d'un prétendu scandale impliquant un projet caritatif de la famille Beaumont. Rien n'avait été prouvé, mais le texte laissait entendre que d'importantes sommes d'argent avaient disparu sans explication. Un employé impliqué dans le projet a disparu quelques jours plus tard. Quel est le nom de l'employé? Lucien Rochard. Et après une enquête plus approfondie, Antoine découvrit quelque chose qui le glaça d'effroi. Lucien Rochard avait été professeur de musique dans une école communautaire de Lyon, la même école où travaillait Mathieu. Cela a rendu les choses beaucoup plus claires. Mathieu avait probablement découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû découvrir, peut-être lié à la disparition de Lucien, au détournement de fonds, ou à Élise elle-même, et il en paierait le prix. Tandis qu'il feuilletait d'autres documents, Antoine eut de nouveau cette impression d'être observé. Il se tourna vers la fenêtre et aperçut, à travers le rideau, une voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Les vitres étaient trop sombres pour qu'on puisse voir qui se trouvait à l'intérieur. Il déglutit difficilement. Il avait réveillé une bête qui dormait depuis longtemps. Le téléphone sonna soudainement, le faisant sursauter. Il a répondu. « Monsieur Girard ?» dit une voix féminine, calme mais tranchante. « Je crois que vous cherchez des réponses. Ce n'est pas un hasard si elles mènent toutes au même nom. Qui parle ?» demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. « Élise Beaumont. » Antoine sentit son cœur s'emballer. « Que voulez-vous de moi? Je veux que tu arrêtes, avant qu'il ne soit trop tard. » Mathieu savait qu'il s'engageait dans quelque chose qui le dépassait. « Et tu fais la même erreur. » Antoine serra fermement le téléphone. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Il y eut un bref silence, suivi d'une phrase glaciale. « Il a fait son choix. Peut-être devriez-vous faire le vôtre aussi. » La communication a été coupée. Antoine resta immobile pendant quelques secondes, sentant sa respiration devenir lourde. Puis il se leva, déterminé. Cela ne faisait que confirmer qu'Élise non seulement connaissait la vérité, mais qu'elle en faisait partie. Et maintenant, il en était absolument certain. Mathieu n'avait pas mené une vie ordinaire. Il avait mené une double vie, et il l'avait payé cher. L'appel d'Élise résonna dans l'esprit d'Antoine comme un avertissement funeste. Il avait déjà vu des gens tenter de dissimuler des secrets, mais jamais quelqu'un doté du pouvoir et des ressources des Beaumont. Pourtant, sa menace eut un effet inattendu. Au lieu de le faire reculer, elle renforça sa détermination. Si Élise était impliquée au point de le surveiller, de pénétrer chez lui et de proférer des menaces directes, alors la vérité était bien plus grave qu'il ne l'imaginait. Cette nuit-là, Antoine ferma à peine le sommeil. Au moindre bruit, il était persuadé qu'on s'introduisait de nouveau chez lui. À 4 heures du matin, il se leva, but un café fort et décida de faire ce qu'il avait évité pendant 13 ans, retourner dans la forêt où Mathieu avait été vu pour la dernière fois. C'était la seule solution logique. S'il voulait surmonter sa peur et aller de l'avant, il lui fallait revenir au point de départ. Il emprunta la petite route qui contournait les bois, le ciel encore sombre et lourd de nuages. En sortant de la voiture, il sentit l'air froid du matin lui transpercer la peau. Le silence semblait observer chacun de ses pas. Lampe torche à la main, il suivit l'étroit sentier qu'avait emprunté Mathieu ce jour funeste. À chaque mètre qu'il avançait, les souvenirs lui revenaient. Des images fugaces de l'équipe de recherche, des chiens renifleurs, des policiers ratissant chaque recoin. Mais à l'époque, il ignorait tout d'Élise, de l'enveloppe, des menaces. À présent, il marchait, portant les pièces d'un puzzle incomplet. Au bout de 15 minutes, il arriva à l'endroit précis où la police n'avait trouvé que des empreintes confuses, comme si Mathieu avait été distrait du sentier. Antoine approcha sa lampe torche du sol et remarqua quelque chose d'étrange. La terre semblait avoir été récemment remuée, comme si quelqu'un avait creusé puis enfoui quelque chose.
Un frisson me parcourut l'échine. Il s'agenouilla et commença à dégager délicatement la terre à main nue, l'oreille aux aguets. Au bout de quelques minutes, ses doigts effleurèrent quelque chose de ferme. Un morceau de plastique. Un petit paquet hermétiquement scellé y était enfoui. Il le retira avec précaution. Léger, il avait la taille d'un livre. Mon cœur s'est emballé. À l'intérieur se trouvaient des documents plastifiés, de vieilles photos et une clé USB. Mais ce qui a attiré son attention, c'était un badge nominatif délavé. Lucien Rochard, projet social Beaumont. Il s'agissait de la première preuve concrète reliant Mathieu à la disparition de l'employé qui avait dénoncé le système Beaumont. Antoine comprit immédiatement le risque qu'il prenait. Il rangea tout dans son sac à dos, se leva et reprit le chemin du retour lorsqu'il entendit des pas derrière lui. Silencieux, rapide, il éteignit sa lampe torche et se cacha derrière un arbre. Il perçut des respirations étouffées et murmurées entre deux personnes. Il ne distinguait pas les mots, mais il reconnut une phrase. Il l'a déjà pris, dis-le à Élise. Les jambes d'Antoine faillirent flancher. Il savait déjà qu'il avait trouvé le paquet. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Prenant une profonde inspiration, il courut le long du sentier pour rejoindre la voiture. Arrivé sur la route, il aperçut au loin un phare qui s'alluma, éclairant le chemin. Sans hésiter, il monta dans la voiture et démarra en trombe. Tout en roulant à vive allure, il jeta un coup d'œil dans son rétroviseur. 2 phares approchaient. La poursuite ne dura que quelques minutes, mais elle parut interminable. Il s'engouffra dans des chemins de traverse pour tenter de les semer. Dans un virage serré, il réussit à s'engager sur une route secondaire dissimulée par les arbres. Les phares des voitures passèrent juste devant lui. Ce n'est que lorsqu'il fut complètement seul qu'il s'arrêta et respira pour la première fois depuis des minutes. Il avait récupéré quelque chose que quelqu'un avait enterré avec l'intention manifeste qu'il ne soit jamais retrouvé. Et maintenant, il en était certain, Mathieu avait été capturé parce qu'il en savait trop, et quelqu'un essayait de s'assurer qu'Antoine ne suive pas le même chemin. Au lever du jour, Antoine se rendit chez Claire, la belle-sœur de Mathieu, dont l'aide était indispensable. Elle avait toujours fait preuve de sensibilité et de force, même quand tout le monde leur conseillait de tourner la page et d'accepter le mystère. Claire ouvrit la porte avec une expression inquiète. « Antoine, tu es pâle. Que s'est-il passé ?» Il entra rapidement et verrouilla la porte. « Ils m'ont trouvé dans les bois, ils me suivent. Et je crois avoir des preuves qui expliquent ce qui est arrivé à Mathieu. » Elle posa le sac à dos sur la table et ouvrit le paquet. Claire examina chaque objet avec une attention croissante. Quand il vit le badge de Lucien, il porta sa main à sa bouche. « Il a travaillé avec Mathieu, mon Dieu, ils étaient liés dès le début. » Antoine hocha la tête. « Je crois que Mathieu a découvert quelque chose concernant l'argent disparu du projet Beaumont. Peut-être que Lucien lui faisait confiance avant de disparaître, et Mathieu a essayé de l'aider, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il était observé. » Claire prit une profonde inspiration, essayant visiblement d'assimiler le poids de cette révélation. « Et vous ? Qu'avez-vous l'intention d'en faire ?» Antoine savait que c'était le tournant. La peur l'envahissait encore. Mais quelque chose avait changé depuis qu'il avait retrouvé l'enveloppe. Il n'était plus l'homme qui fuyait les problèmes par crainte de ce qu'il pourrait y découvrir. Désormais, il avait un but. « Je vais continuer. » Mathieu a essayé seul et a été réduit au silence. Mais maintenant, ces gens ont commis une erreur. Ils ont laissé des traces. Et je les ai trouvés. Claire le fixa longuement pendant plusieurs secondes. Finalement, elle posa sa main sur la sienne. « Alors je vais vous aider. Je ne peux pas perdre 2 hommes de la même famille. » Antoine hésita. « Claire, cela pourrait être trop dangereux. C'était déjà dangereux quand Mathieu a disparu. Et nous sommes restés là, à attendre des réponses qui ne sont jamais venues. Je ne referai pas cette erreur. » Sa détermination le surprit et le fortifia. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, Antoine se sentit moins seul. Ils ont passé tout l'après-midi à examiner des documents. La clé USB contenait des courriels cryptés, mais le nom « Élise » apparaissait dans plusieurs brouillons envoyés et reçus. Dans l'une d'elles, la dernière phrase était claire.
Il sait tout, et il a trop parlé. Une donnée, est-ce que vous envoyez un email? 2 jours avant la disparition de Lucien, un autre dossier contenait un projet de plainte formelle, signé par Mathieu Girard. Pour la première fois, Antoine vit la vérité avec une clarté absolue. Mathieu a tenté de dénoncer la famille Beaumont. Lucien a essayé avant lui. Ils ont tous deux disparu. Le silence se fit dans la pièce. Antoine se leva, prit une profonde inspiration et dit « Nous en savons maintenant assez pour éliminer toute cette famille, mais nous devons être prudents. Ils ont déjà tué. Ils pourraient recommencer. » Claire secoua fermement la tête. « Alors soyons plus rapides qu'eux. » Antoine referma le dossier contenant les documents. Pour la première fois depuis le début, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Courage. Il n'était plus seulement un photographe hanté par le passé. Voilà enfin quelqu'un prêt à affronter un pouvoir qui jusque-là semblait intouchable. Et c'est exactement ce que je ferais. La découverte du colis dans les bois a donné à l'enquête une ampleur bien supérieure à ce qu'Antoine avait imaginé. Il disposait désormais de preuves concrètes, d'une alliée inattendue, Claire, et d'un problème urgent. Les Beaumont savaient qu'ils se rapprochaient de la vérité. La préparation à l'affrontement final commencerait par des décisions stratégiques, rapides, silencieuses et précises. Le lendemain matin, Antoine et Claire se retrouvèrent dans le petit studio du photographe, le seul endroit où ils pensaient pouvoir parler sans être entendus. Il verrouilla la porte, tira les rideaux et rangea son téléphone portable dans une boîte métallique improvisée, afin d'éviter toute tentative d'écoute clandestine. La clé USB contient des documents qui lient directement les Beaumont au détournement de fonds du projet social, a déclaré Antoine. Mais cela ne suffit pas. Ils peuvent tout déformer si nous n'avons pas de témoins ou de preuves de coercition. Claire croisa les bras, perdue dans ses pensées. Avant sa disparition, Mathieu m'a confié avoir peur de quelqu'un au sein même de la famille Beaumont. Il n'a jamais dit qui, mais maintenant nous le savons. Élise, la seule personne ayant accès aux fichiers, aux comptes, et, plus important encore, la possibilité de supprimer des personnes aussi facilement qu'elle supprimait des informations. Antoine ouvrit un ordinateur portable. J'avais passé des heures à essayer de déchiffrer les courriels cryptés sur la clé USB, et même alors, je n'avais réussi à accéder qu'à des fragments. Je pense que nous avons besoin d'une assistance technique, a-t-il déclaré. Claire acquiesça. Je connais quelqu'un, un ami de Mathieu, rencontré à la fac. Il travaille dans la sécurité informatique. Il a toujours été discret. Et il faisait entièrement confiance à mon beau-frère. Sans perdre une seconde, ils l'appelèrent. Le rendez-vous fut fixé au soir même, dans un café discret près de la Saône. Le café n'était éclairé que par des lampes jaunâtres, et la pluie rendait les rues presque désertes. Lorsque le hacker, Julien, entra, il jeta un coup d'œil autour de lui, avant de se diriger vers une table. « Tu as bien fait de m'appeler, dit-il. Mathieu m'a envoyé un courriel quelques jours avant sa disparition. Il disait que si quelque chose arrivait, on me contacterait peut-être. Je n'imaginais pas que ce serait si tard. » Antoine a posé la clé USB sur la table. « Avez-vous accès à tout ?» Julien alluma son ordinateur portable, brancha la clé USB et se mit à taper si vite qu'on aurait dit qu'il écrivait sans réfléchir. Des lignes de code apparurent à l'écran, tandis que le doux clapotis de la pluie résonnait contre la vitre. Au bout de 10 minutes, Julien fronça les sourcils. « Il y a un problème. Quelqu'un a tenté de détruire le chiffrement de l'intérieur. C'est comme s'il avait été programmé pour tout effacer en cas d'accès depuis l'extérieur du système d'origine. » Claire se tendit. « Pouvez-vous vous en remettre ?»« En partie, » répondit-il. « Mais j'ai besoin de plus de temps et d'un endroit sûr. » Antoine prit une profonde inspiration. « Vous l'aurez. Mais nous devons récupérer tout ce que nous pouvons avant que les Beaumont ne réalisent que nous avons une longueur d'avance. » Julien sortit un disque dur portable de sa poche. « Je vais tout cloner maintenant. Si ça marche, vous aurez 2 copies. » Pendant qu'il travaillait, Claire ne cessait de jeter des coups d'œil à la porte. Le sentiment d'être observé la hantait depuis la poursuite dans la forêt. Lorsque Julien eut terminé, il rangea précipitamment son carnet. Ils ont tenté d'implanter un dispositif de géolocalisation.
Si je l'avais connecté à mon réseau personnel, j'aurais été compromis. Vous vous en êtes pris à des personnes importantes. Antoine répondit fermement, et c'est précisément pourquoi nous devons terminer ce que Mathieu a commencé. De retour au bureau, il faisait déjà jour. Julien avait promis d'envoyer le contenu déchiffré le lendemain matin. Antoine et Claire étaient assis face à face, épuisés mais attentifs. « Ils vont se rendre compte que quelqu'un a cloné la clé USB, dit Claire. Que ferons-nous quand ils s'en prendront à nous ?» Antoine y avait pensé tout le long du trajet du retour. Nous aurons besoin de 3 choses. 1. Un endroit sûr où nous pourrons conserver les preuves. 2. Une personne extérieure qui peut tout révéler si quelque chose nous arrive. 3. Une façon d'affronter Élise, directement, lorsque nous serons prêts. Claire prit une profonde inspiration. « Je connais un journaliste, de Lyon. Il a toujours essayé d'enquêter sur les Beaumont, mais il n'a jamais eu assez de matière. Si on lui donne tout, il publiera tout. » Antoine la fixa du regard. « Mais cela vous met dans leur ligne de mire. » Le regard de Claire se durcit. « Je suis dans leur ligne de mire depuis la disparition de mon beau-frère. Il s'agit maintenant de faire en sorte que cela en vaille la peine. » Antoine remarqua son évolution, et la sienne aussi. Ils n'étaient plus des victimes terrifiées. Désormais, ils étaient des pièces actives sur l'échiquier. À l'aube, Julien envoya les premiers fichiers récupérés. Parmi les feuilles de calcul, les rapports et les courriels, se trouvait un dossier nommé dossier LR. Antoine l'ouvrit. Le contenu lui brûlait les yeux. Lucien Rochard avait réuni des preuves que la famille Beaumont détournait des millions destinés à des projets communautaires. Et il ne s'agissait pas seulement d'argent. Des documents révélaient des actes de coercition, des menaces et des disparitions suspectes d'employés ayant tenté de dénoncer la fraude. Le dernier document était un enregistrement audio. La voix était celle de Lucien tendu, chuchoté « S'il m'arrive quoi que ce soit, adressez-vous à Élise, elle sait tout, et elle fera tout pour sauver les apparences. » Claire se couvrit la bouche. Antoine ferma les yeux. La pièce maîtresse était là. Maintenant, ils avaient preuves financières, preuves reliant les disparitions, témoignage direct de Lucien lui-même, l'implication manifeste d'Élise. Le décor était planté. La préparation du point culminant ne se limitait plus à l'enquête. C'était la guerre. Antoine prit le dossier contenant les documents récupérés, regarda Claire et dit « Il est temps de faire comprendre aux Beaumont que nous ne sommes plus seuls. » Claire referma le dossier à côté du sien. « Et il est temps de rendre justice à Mathieu. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin, et aussi tout ce qui pourrait les tuer. Le prochain coup sera décisif. » Et il n'y avait pas de retour en arrière. Le salon du vieil hôtel était plongé dans un silence si profond qu'Antoine pouvait entendre son cœur battre la chamade, tandis qu'il regardait Élise refermer la porte derrière elle. La femme en rouge se tenait là, devant lui, 13 ans plus tard, avec le même visage élégant, mais désormais marqué par quelque chose d'indéfinissable. Culpabilité, peur, regret, elle a laissé tomber son sac sur la table. Sente-ce, Antoine, il a désobéi. Premièrement, vous allez me dire ce que vous m'avez caché tout ce temps. Élise laissa échapper un petit soupir, presque un rire triste. Tu as toujours été direct, ça n'a jamais changé. Et tu as toujours été une ombre, rétorqua-t-il. Depuis ce matin à Lyon, depuis cette photo dont vous avez nié l'existence pendant 13 ans. Un silence pesant s'installa pendant quelques secondes. Puis, elle a dit, la photo existe, et elle a détruit la vie de nombreuses personnes. Ça a frappé Antoine comme un coup de poing. Le frère du marié, Mathieu, il me faisait confiance. Il a laissé un message écrit, vous le savez. Élise ferma les yeux en appuyant 2 doigts sur sa tempe. J'en sais plus que vous ne le pensez. Et c'est pour cela que vous êtes là. Pour enfin entendre ce que personne d'autre n'a osé dire. Antoine croisa les bras, attendant. Élise se leva et alla à la fenêtre, observant la rue froide et les lumières jaunes se reflétant sur les voitures garées. La disparition de Mathieu n'était ni un enlèvement anodin ni une fuite impulsive. Il a choisi de disparaître. C'est un mensonge. Ce n'est pas. Elle tourna son visage vers lui, l'air sérieux.
Il s'est sacrifié pour sauver son propre frère. Antoine se figea. Quoi? Le marié, Pierre, était exploité, manipulé. La famille Beaumont avait conclu un pacte douteux. Et quand Mathieu l'a découvert, il est devenu un problème, un danger. Cette révélation lui donna la gorge sèche. Il savait que les Beaumont avaient de l'influence, mais ça, c'était différent. Continuez, a-t-il exigé. Élise retourna à la table, ouvrit son sac et en sortit une pile de vieux papiers. Elle les déposa devant Antoine. Ces documents datent d'il y a 13 ans. Ils contiennent des preuves de blanchiment d'argent, des noms et des relevés de dépôt. La famille Beaumont a utilisé des sociétés écrans, notamment une société de production événementielle qui a parrainé le mariage. Et Mathieu l'a-t-il découvert? Il a découvert quelque chose de pire. Elle déglutit difficilement. Il comprit que Pierre serait incriminé si le scandale éclatait. Il fallait un bouc émissaire. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. Allaient-ils blâmer leur propre fils? Essayer. La confirmation a été perçue comme un poison. Mathieu comprit que rester signifiait assister à la destruction de son frère. Il fit donc ce qu'il jugeait juste. Disparaître. Non seulement disparaître, Élise a corrigé. Il a endossé la responsabilité pour que Pierre soit acquitté. Il a remis des documents aux hommes de la famille, leur proposant de les faire disparaître. Il a déclaré qu'il préférait disparaître plutôt que de voir son frère mêlé à cette histoire. Antoine posa les mains sur la table, essayant de tout comprendre. « Mais pourquoi étiez-vous avec lui sur la photo ?» Élise a mis un certain temps à répondre. « Parce que je travaillais pour les Beaumont. C'était comme si le sol disparaissait sous les pieds d'Antoine. Étiez-vous impliqué? Au départ, oui. J'avais été embauché pour surveiller des situations délicates. Mais quand j'ai compris ce qu'ils faisaient, j'ai essayé de les arrêter. Trop tard. » Elle passa une main sur son visage, fatiguée. Ce matin-là, Mathieu est venu me voir. Il m'a dit qu'il avait pris sa décision. Il m'a demandé de remettre l'enveloppe, celle que vous avez trouvée, au chauffeur qui devait effectuer le transport final. Je savais que cela signifiait qu'il ne reviendrait pas. J'ai essayé de le convaincre de s'enfuir, d'affronter les choses autrement. Mais La voix a disparu. Il a dit que c'était le seul moyen de protéger son frère. Antoine prit une profonde inspiration, ressentant un mélange de colère et de tristesse. Et l'enveloppe? Le message? Chercher la femme en rouge. Il voulait s'assurer que, si tout s'effondrait, quelqu'un puisse rétablir la vérité. Et il vous a choisi. Pas la police, pas la presse. Vous, Antoine déglutit difficilement. Pourquoi? Parce que vous étiez la seule à le traiter comme un être humain. Vous l'avez photographié comme si vous immortalisiez quelqu'un d'important, et non comme le frère du marié. Il vous faisait confiance, sans jamais l'avoir dit à voix haute. Antoine sentit un poids se serrer dans sa poitrine. « Vous avez donc conservé tout cela pendant 13 ans. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, » dit-elle. « J'ai été menacé, persécuté. Ma vie a été détruite lorsque j'ai tenté de révéler la vérité. Mais maintenant, la famille Beaumont a perdu de son influence. Et je peux enfin parler. Elle lui a poussé les papiers. Tout y est. Où Mathieu a été laissé? Qui l'a emmené? Ce qu'ils lui ont fait. » Antoine tremblait. « Est-il vivant ?» Élise détourna le regard. « Antoine, est-il vivant ?» insista-t-il, la voix rauque. Elle prit une profonde inspiration. « Oui, mais pas comme vous l'imaginez. » Antoine sentit son cœur s'arrêter un instant. « Qu'est-ce que ça veut dire, au juste ?» Élise s'approcha. Ses yeux étaient remplis de larmes. Cela signifie qu'il a vécu toutes ces années caché dans un endroit insoupçonné. Un endroit que vous connaissez. Antoine cligna des yeux, perplexe. « Je sais, oui. Il est dans sa ville natale, Antoine. Il se glaça le sang. Pourquoi? Parce que c'était toi qu'il voulait rencontrer un jour. Mais pourquoi moi ?» Elle prit une profonde inspiration, comme si elle était sur le point de révéler son dernier secret. « Parce que vous êtes la seule personne qui puisse prouver qu'il n'a jamais été coupable. Et parce que... » Elle hésita, soutenant son regard.
Vous êtes la véritable raison de son retour en France. Antoine manqua d'air. C'était impossible. Expliquez cela maintenant. Élise hocha la tête, les larmes aux yeux. Mathieu vous a laissé quelque chose qu'il a gardé pendant 13 ans, et il est prêt à vous le donner. Antoine sentit son cœur s'emballer, comme si toute sa vie venait de basculer. La révélation finale était sur le point d'avoir lieu. La révélation d'Étienne planait sur tous, comme un épais brouillard silencieux. La salle des noces, jadis vibrante, semblait désormais une scène vide, où chacun s'efforçait de comprendre ce qui restait de lui-même après que la vérité eut éclaté. Camille, les mains encore tremblantes, s'approcha de son frère. Il paraissait plus petit qu'avant, comme si ses aveux l'avaient dépouillé non seulement de son poids, mais aussi d'une partie de la force qui le soutenait. La mariée les observait de loin, incapable de savoir si elle devait s'approcher ou laisser Camille régler ce qui appartenait à leur passé. Étienne tentait de soutenir le regard de son frère, mais détournait toujours les yeux avant qu'il n'y parvienne. Peut-être était-ce la honte, peut-être l'épuisement, peut-être simplement la prise de conscience qu'après 13 ans, les mots manquaient pour réparer ce qui avait été détruit. Camille prit une profonde inspiration, non par calme, mais par nécessité. Il était impossible d'assimiler tout cela d'un coup. La fuite, la peur de son père, la complicité fanée, la vie secrète construite aux confins de la France, et le sentiment persistant que quelque chose clochait le jour du mariage, cette intuition qui, à présent, prenait enfin tout son sens. Lorsque Camille lui demanda d'une voix rauque pourquoi il n'avait jamais cherché à établir un contact discret, ni à envoyer un message anonyme, Étienne expliqua que chaque tentative serait risquée. Son père, fort de ses relations et de son influence, trouverait toujours le moyen de remonter jusqu'à la moindre trace. Et pour lui, perdre sa liberté signifierait retourner à une vie d'obéissance silencieuse, où chaque geste serait contrôlé, chaque ambition jugée et chaque erreur sanctionnée. Sa fuite n'avait pas été motivée uniquement par l'amour qu'il portait à sa compagne enceinte. Elle avait été motivée par la nécessité de préserver une identité que son père avait toujours cherché à étouffer. Camille écoutait, mais une partie de lui luttait encore contre la colère. Il n'était pas facile d'accepter qu'une personne puisse disparaître si longtemps sans donner signe de vie à ceux qui restaient. Étienne, percevant le conflit intérieur de son frère, admit avoir souvent songé à reprendre contact, mais la peur, mêlée à la culpabilité, le paralysait. Il s'imaginait qu'à son retour, il ne trouverait que des portes closes et croyait que son père se servirait de Camille pour le ramener de force. Cette confession était empreinte de l'amertume de celui qui sait que l'amour ne suffit pas toujours à entretenir le courage. Lorsque le photographe s'approcha de nouveau, tenant la photo qui avait déclenché toute cette découverte, un silence respectueux s'installa. Il tendit l'image à Camille. Elle était simple, presque banale. Un homme de dos, marchant dans une rue de Marseille, la forme de ses épaules et la façon dont il s'appuyait sur sa jambe gauche, exactement comme Camille l'avait reconnu depuis l'enfance. Le photographe expliqua qu'il n'avait aucune intention de dénoncer qui que ce soit, mais que la coïncidence était si frappante qu'il ne pouvait l'ignorer. Ce fut le déclic pour Étienne. Son passé ne pouvait plus rester enfoui. Le père, sous le choc, restait assis, le regard perdu dans le vide. Il ne restait plus rien de son arrogance et de son autoritarisme. La vérité l'avait laissé sans argument, sans justification, sans pouvoir. Pour la première fois, il ne semblait plus qu'un vieil homme ayant perdu tout ce qu'il croyait maîtriser. Lorsqu'il tenta de parler, Étienne se contenta de secouer la tête, signifiant clairement qu'aucun mot ne pourrait effacer les années de peur qui avaient marqué son existence. La mariée s'approcha alors et toucha le bras de Camille, le ramenant à la réalité. La fête avait été interrompue, mais l'amour était encore assez fort pour empêcher que tout ne s'effondre. D'une voix ferme, elle déclara que la présence d'Étienne n'avait pas détruit le mariage. Elle révélait simplement que certaines histoires devaient être affrontées avant que d'autres puissent commencer. Camille comprit que c'était là toute la différence entre aller de l'avant et continuer à porter un vide qui ne trouverait jamais d'explication.
Étienne, comprenant qu'il était temps de repartir, se retourna. Mais Camille le rappela, cette fois sans hésiter. Elle lui dit qu'elle ignorait ce que l'avenir leur réservait, ni combien de temps il faudrait pour renouer des liens. Cependant, après 13 ans d'absence, elle ne le laisserait pas disparaître à nouveau. Ce n'était pas un pardon, mais simplement un nouveau départ. Étienne acquiesça, les yeux embués de larmes, acceptant que certains changements nécessitent du temps. Lorsqu'il quitta la pièce, un sentiment étrange s'empara de tous, un mélange de perte, de soulagement et de malaise. La vérité avait été révélée au prix de grands sacrifices, mais elle avait enfin éclaté. Et pour Camille, cela valait bien plus qu'une réponse parfaite. Des mois plus tard, Camille se promenait sur le rivage marseillais avec sa femme, désormais enceinte. La vie semblait enfin s'harmoniser malgré les blessures encore vives. Étienne envoyait des nouvelles sporadiques, de courtes lettres, écrites avec une sincérité qui ne s'était jamais permise auparavant. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais un début possible. Son père était rarement évoqué, comme une ombre qui avait enfin cessé de le guider. Tandis que le vent portait les embruns, Camille comprit que certaines vérités arrivent tard, mais au moment précis où il faut éviter que l'avenir ne soit bâti sur des fantômes. Si cette histoire vous a touché, partagez vos réflexions. Qu'auriez-vous fait à la place de Camille ? Croyez-vous que toute vérité mérite d'être révélée, même après tant d'années ? Ces réflexions alimentent le débat sur les choix, leurs conséquences et l'impact silencieux des secrets de famille. Si vous souhaitez découvrir d'autres récits captivants, riches en mystères et en révélations surprenantes, poursuivez votre lecture et partagez cette histoire avec quelqu'un qui apprécie également les intrigues profondes et humaines. Votre avis est essentiel à cet univers narratif. Laissez un commentaire et participez à la discussion.